Bonjour, je m'appelle Brice Trouillet, je suis professeur des universités en géographie à Nantes Université et je développe des recherches sur les questions maritimes, principalement sur les questions d'aménagement de l'espace maritime depuis une vingtaine d'années au sein de Nantes Université et d'un laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle Littoral Environnement Télédétection Géomatique LETG. Alors effectivement, la question est large, mais le thème du débat est large également. J'aurais envie de vous répondre dans un premier temps que la première question, peut-être la question principale aussi, c'est finalement que voulons-nous faire, nous, société, en l'occurrence ici à l'échelle française, que voulons-nous faire ou pas de la mer dans 10 ans? Et peut-être si on peut arriver à se projeter un peu plus loin aussi, d'ici 20 ans ou même 30 ans. Donc ça, ce serait une première question importante que le débat, selon moi, devrait prendre à bras le corps. Ensuite, il pourrait y avoir une deuxième question, à savoir, étant donné que les réponses sont sans doute multiples hein, à la première question sur ce que l'on veut faire ou pas de la mer, les visions, les projets sont sans doute multiples. Comment, d'une certaine façon, peut-on concilier tous ces projets, toutes ces visions? Et puis, finalement, la troisième question serait de savoir comment pourrait se décliner, notamment à travers ce que l'on appelle des façades, donc des sous-ensembles à l'échelle de la France hexagonale. Donc, comment pourrait se décliner concrètement dans ces façades cet équilibre que l'on chercherait à mettre en place ou à faire vivre entre les différentes visions sur ce que nous voulons faire ou pas de notre espace maritime dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans. Alors, le constat, il est globalement assez mauvais, hein. Le tableau est pas très glorieux. Donc, l'état de l'environnement marin est effectivement dans une situation qui est assez dégradée. C'est aussi multiforme ou multisource, et ça, c'est sans doute un élément important qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de milieu ou d'environnement marin, à quoi finalement fait-on référence? Alors, il y a un certain nombre de descripteurs dans les approches à l'échelle européenne qui sont égrenés finalement, et ces descripteurs peuvent être eux-mêmes détaillés sous forme d'indicateurs, mais globalement, si on en reste à un niveau assez moyen, lorsqu'on parle d'environnement ou milieu marin, on fait référence à de la biodiversité, on fait aussi référence aux espèces invasives, on fait référence aux stocks halieutiques, aux réseaux trophiques, aux phénomènes d'eutrophication, c'est-à-dire des milieux dans lesquels on a beaucoup de matière, notamment de nitrates ou de phosphates. On fait également référence à la santé des habitats benthiques. On fait aussi référence aux conditions hydrographiques, c'est-à-dire la température, la turbidité. On fait également référence aux contaminants, aux déchets, notamment aux macro-déchets, aux sources d'énergie, notamment le bruit, la lumière, qui peuvent venir effectivement impacter les milieux marins. Et enfin, on fait référence à tout ce qui découle finalement du changement climatique. Donc finalement, cet état de l'environnement marin, c'est quelque chose d'assez composite, mais si on prend l'ensemble de ces grandes familles finalement d'indicateurs, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, le constat est quand même globalement assez mauvais, même si on a certains éléments qui se trouvent dans des situations contrastées. Ici, on peut faire référence, par exemple, aux stocks de pêche, dont certains sont en mauvais état, finalement, côté mer Méditerranée, mais sont en relativement bon état pour désormais à peu près 44% d'entre eux à l'échelle de la France métropolitaine, ce qui correspond à un gain significatif, puisque 10 ans en arrière, on était à 26% des stocks en bon état. Et si on remonte encore un peu plus loin dans le temps, à savoir en 2000, on était à 11% des stocks en bon état. Donc voilà, le tableau global est relativement peu reluisant, mais après, on peut avoir des différences en fonction des critères et puis en fonction des zones géographiques également. Alors,
la science, elle peut apporter différentes choses au débat public. La plus basique peut-être d'entre elles, c'est d'apporter déjà des connaissances sur les différentes questions qui sont soulevées. Effectivement, aujourd'hui, la science a quand même fait des progrès. La science peut informer, peut documenter toute une série de processus. Donc, c'est un élément fondamental puisque l'ensemble des décisions qui sont prises doivent évidemment se faire en fonction de l'état des meilleures connaissances disponibles. Par ailleurs, le rôle de la science peut être aussi de mettre en lumière les éventuelles zones d'ombre qui subsisteraient, quand il y en a donc, mais aussi peut-être immédiatement de rassurer par rapport à ces zones d'ombre, puisque lorsque l'on ne sait pas ou lorsque l'on n'est pas sûr, car finalement on ne sait jamais tout sur tout, eh bien cela ne doit pas empêcher de décider. Et la science aussi peut l'exprimer, puisque d'un point de vue scientifique, c'est finalement quasiment le quotidien des chercheurs que d'arriver à éclairer des décisions sans avoir une connaissance parfaite de l'ensemble des phénomènes. En tout cas, dans le cadre d'un débat public, il semble important de pouvoir éclairer sur la réalité de l'état des connaissances sur l'ensemble des phénomènes qui sont en cause dans ces questions de partage de l'espace maritime. Alors, il me semble essentiel, dans le cadre d'un débat public, d'informer le grand public sur la complexité des phénomènes qui sont en jeu dans l'espace maritime. C'est un premier élément qui est assez important parce que souvent, vu de sa porte, on n'a peut-être pas en tête l'ensemble de cette complexité. Or, ici, par rapport aux questions qui sont posées, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est que le public, pardon, doit également être informé, selon moi, en priorité des éventuelles alternatives, notamment aux grands éléments de stratégie qui sont soumis ici dans le cadre du débat public, à savoir le développement de l'éolien offshore et la constitution d'un réseau de zones de protection fortes concernant les milieux marins. Et donc, effectivement, il y a ces deux grands éléments de stratégie, et donc la question des éventuelles alternatives se pose également. Et puis, ce qui accompagne ce deuxième point, c'est peut-être un éclairage aussi sur les avantages et les inconvénients des différents choix qui pourraient être faits, ou des non-choix d'ailleurs, voir ce que ça peut engendrer. Donc, typiquement, si on prend l'exemple de l'éolien, bon, bah, si on ne développe pas l'éolien en mer, on a quand même besoin d'effectuer cette transition énergétique, de décarboner notre production d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça se traduit par plus de nucléaire? Est-ce que ça se traduit par plus d'éolien terrestre ou du photovoltaïque? Enfin bref, qu'on arrive à poser les questions peut-être en mettant en perspective avec les alternatives plutôt que uniquement de considérer si c'est un oui ou un non par rapport à une question. Voilà.